Quelques chiffres nationaux pour démarrer. Donc les violences conjugales, quand on parle des violences conjugales, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, parce que ça concerne 85 à 90% des victimes qui sont des femmes au niveau des violences au sein du couple. Violences au sein du couple, l'auteur c'est conjoint, mais également ex-conjoint. Dans un rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé en 2013, ce rapport soulignait qu'un tiers des femmes, à un moment de leur vie de couple, déclaraient avoir subi des violences physiques et ou sexuelles. Les chiffres en 2021 en France montraient que 208 000 femmes se déclaraient victimes de violences physiques et ou sexuelles. Donc, ces chiffres étaient en hausse de 21% par rapport aux chiffres de 2020. Et en 2022, une hausse de nouveau de 15% par rapport à 2021, avec 240 victimes environ. Ces chiffres du nombre de victimes sont moindres que la réalité parce que ne sont pas comptées les violences verbales, les violences administratives, mais aussi les violences économiques. Quand on parle de violence au sein du couple, il y a les violences verbales, telles que les insultes, les injures, les cris, les violences physiques, bousculer, frapper, lancer un objet, gifler, les violences psychologiques comme les humiliations, mais aussi le harcèlement par téléphone, par internet, sur les réseaux sociaux, à l'heure de tous ces réseaux sociaux émergents, le dénigrement de l'autre, le contrôle de la relation, ce que l'autre fait, où il est, le harcèlement d'une centaine de textos par jour, où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, les menaces, l'intimidation et l'isolement du cercle amical et du cercle familial. Parmi les violences conjugales, on note aussi les violences sexuelles lorsqu'il y a contrainte à des actes ou des pratiques sexuelles qui sont ressenties comme dégradantes ou humiliantes, les tentatives de viol, mais aussi les viols. Les violences économiques, où le contrôle va porter sur l'accès aux ressources, aux données bancaires, aux données financières et donc à l'activité professionnelle qui est source de revenus. Les violences administratives, le fait de contrôler les papiers d'identité, ça c'est surtout pour des victimes qui pourraient être d'origine étrangère. Et les violences spirituelles, le fait d'obliger le conjoint à prier ou à se convertir à une religion ou à une autre. Un petit schéma pour vous expliquer comment on en arrive aux violences conjugales et le cycle de la violence conjugale. C'est un cycle qui se déroule en 4 phases. La première phase va être une phase où il y a un climat de tension, une phase qu'on appelle d'escalade. Il va y avoir la mise en place d'un système d'emprise par le conjoint agresseur. L'agresseur va exercer des violences psychologiques. Il va contrôler, isoler le conjoint victime. La victime, elle, va se sentir inquiète. Elle va tenter d'améliorer la situation en faisant attention à ses propres gestes et à ses propres paroles, en se disant « je ne vais pas dire ci, je ne vais pas dire ça, peut-être que je vais l'énerver, peut-être qu'après il va être violent ». La phase 2 est la phase d'explosion de la violence. À cette phase, quelle que soit la forme, c'est le moment où l'agresseur va donner l'impression de perdre le contrôle de la situation et de lui-même, mais il va vouloir tout contrôler la victime. La victime, à ce stade, elle ne comprend pas ce qui se passe et elle tente de calmer la situation. Il va y avoir ensuite une phase 3, une phase de transfert, où il va y avoir une minimisation de la violence. L'agresseur, il va porter la responsabilité de la violence sur sa partenaire. Il va lui dire que s'il est violent, c'est parce qu'elle a mal fait ci, elle a mal fait ça, elle n'est pas rentrée à telle heure. Il va la culpabiliser. La victime va finir par se sentir responsable de la situation. Et puis, il va y avoir enfin une 4e phase, celle de la lune de miel, qui est un moyen utilisé par l'auteur pour reconquérir la victime. L'agresseur va promettre un changement, la victime va essayer de lui donner une chance, lui apporter son aide, elle va constater des efforts et elle va changer ses propres habitudes, la victime. Donc ce cycle, il se reproduit dans le temps. Les violences conjugales, il faut savoir qu'elles s'accélèrent dans le temps et en intensité. Donc la phase de lune de miel au début des violences va être assez prolongée et puis elle va se réduire de plus en plus pour que ce cycle se reproduise de plus en plus rapidement au fur et à mesure.
Dans les violences conjugales, pourquoi est-ce si difficile de parler? Sortir de la violence dans le couple, ça relève d'un processus qui s'inscrit dans la durée et bon nombre de personnes concernées hésitent au départ à lancer des démarches, notamment judiciaires et le dépôt de plainte. Les raisons de cette hésitation, elles sont au final multiples. Il y a la peur des représailles, la peur de l'éclatement familial, notamment si c'est un couple qui a des enfants, l'espoir d'un changement et que le partenaire violent ne soit plus violent, le manque de soutien et de ressources qui peut être également un frein à la libération de la parole et la méconnaissance de ses droits. Pourquoi est-ce si difficile de partir? Parce que la victime, elle va se dire je ne peux pas faire autrement, parce qu'il y a peut-être des situations de dépendance économique, d'isolement, où le conjoint, à travers l'emprise, a fini par isoler le conjoint victime de son cercle amical, de son cercle familial. Parce que le conjoint victime va se dire je peux peut-être le pardonner, c'est pas de sa faute, il a beaucoup souffert, il y a une dépendance affective, il y a de la culpabilisation. Et il y a également de l'empathie qui se met en place. Parce que la victime va se dire, s'il y a des enfants dans le couple, qu'elle ne veut pas priver les enfants de leur père ou de leur mère violente. Parce que les victimes ne sont pas toujours conscientes d'être dans la violence. J'ai l'exemple récemment d'une patiente qui raconte qu'au final, quand elle arrive au travail, elle reçoit de nombreux appels de son conjoint pour savoir où elle est, si elle est bien au travail, à quelle heure elle va partir. Et elle ne se rend même pas compte que ça, c'est déjà le début de la violence. Pour elle, elle se dit c'est pas si grave. Donc il y a ces victimes qui ne se rendent pas compte qu'au final, ce qu'elles subissent, c'est déjà de la violence. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne sont pas comprises, et parce qu'il y a de la méfiance des fois à l'égard des institutions. On va continuer un peu oralement, c'est des slides qui étaient sans schéma et avec des phrases que je peux vous dire oralement. Les violences conjugales sont une problématique au final de santé publique majeure. Pourquoi? Parce que quand on parle de victimes, on parle, on l'a dit, de 85-90% des victimes qui sont des femmes, et qu'il y a une répercussion des violences sur la santé des femmes. On estime à travers différentes études que l'espérance de vie chez les femmes victimes de violences au sein de leur couple est inférieure de 1 à 4 années par rapport à la population générale. Parce qu'il y a également l'apparition de comorbidité chez les victimes. La grossesse, par exemple, est une période qui est propice aux violences au sein du couple, soit au début des violences, soit à l'accentuation des violences. Une femme enceinte qui va être victime de violences, il y a un risque de prématurité chez le nouveau-né. Il y a un risque aussi de fausse couche et de mort in utero. Les violences conjugales ont aussi des répercussions avec l'abus de substances psychoactives, de drogue, de médicaments, d'alcool, les syndromes dépressifs. Et on estime que le risque de suicide chez les victimes de violences conjugales est multiplié par 4,5 par rapport à la population générale. C'est bon, on a repris le cours du diaporama. Les violences conjugales, il y a donc chez les victimes une répercussion et sur la santé physique et sur la santé mentale. Sur la santé physique, avec les traumatismes physiques immédiats, les brûlures, les ecchymoses, les plaies, les fractures, des blessures qui peuvent être plus graves et entraîner des incapacités, des troubles digestifs tels des douleurs abdominales, des problèmes gynécologiques, dyspareunie, des infections sexuellement transmissibles, les douleurs pelviennes, des douleurs chroniques qui pourraient être inexpliquées comme les céphalées, les lombalgies, et qui pourraient survenir sur un terrain de victime de violences conjugales, l'exacerbation de pathologies chroniques chez des patients qui sont asthmatiques ou diabétiques. Il peut y avoir des déséquilibres de leur pathologie chronique du fait du stress engendré par les violences subies. Et puis les décès, dont les décès par suicide et par féminicide ou homicide. En parlant des décès par féminicide, 2021, c'est 145 décès suite à des violences au sein du couple en France, 123 femmes décédées et 22 hommes décédés. Au niveau de la santé mentale et des répercussions sur la santé mentale, en premier lieu et le plus spécifique, l'état de stress post-traumatique, le syndrome dépressif, les idées, les comportements suicidaires, l'anxiété, les troubles psychosomatiques,
comme les paresthésies, l'asthénie, les troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, les troubles du sommeil et l'abus de substances, dont alcool et drogue. Pourquoi les professionnels de santé sont un maillon de la chaîne? Il y a eu un communiqué de presse de la Haute Autorité de Santé le 2 octobre 2019. Donc octobre 2019, pour se placer un peu dans le contexte, on est en plein dans le Grenelle des violences faites aux femmes. Et ce communiqué de la HAS, il dit que 3 à 4 femmes sur 10 qui sont présentes à un instant T dans une salle d'attente de médecins sont victimes à l'instant, dans leur relation de couple actuelle ou dans une relation de couple passée, victimes à un moment de leur vie de violence au sein du couple. Donc le système de santé, c'est le premier recours pour les victimes de violences au sein du couple. À travers différentes études, on a vu que 25% des victimes de violences conjugales allaient consulter un professionnel de santé dans un service d'urgence, leur médecin traitant, une sage-femme libérale qui les suit, contre 13% qui se rendent en premier lieu au commissariat. Parce que dès qu'on pousse la porte du commissariat, on est sur une démarche de plainte, de judiciarisation de ce qu'on subit. Il y a donc un rôle pivot des professionnels de santé pour pouvoir repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences conjugales. Les soignants face aux violences conjugales, eh bien, le soignant, c'est un acteur majeur qui s'ignore. Au niveau de notre formation initiale, c'est assez pauvre sur le sujet des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Il y a donc nécessité de se former en complémentaire, c'est pour ça qu'on est un peu là ce soir. Au centre hospitalier de Valenciennes, on a mis en place il y a 2 ans et demi une journée institutionnelle de formation au repérage, à la prise en charge et à l'orientation des patients qu'on peut rencontrer victimes de violences au sein du couple. On a mis aussi également en place des formations dédiées au niveau du service des urgences, et c'est des formations qu'on ouvre au personnel médical, paramédical, médico-social, mais aussi administratif. Comment repérer les violences au sein du couple et comment se dire que telle personne ou tel patient est victime de violences au sein du couple? Il n'y a pas de signe spécifique, sauf si quelqu'un va arriver avec une ecchymose, avec une plaie, une brûlure, et qui va verbaliser que c'est suite à une agression et des violences au sein de son couple. Il y a des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille des soignants, les troubles psychiques, syndrome dépressif, anxiété, psychotrauma, les plaintes physiques chroniques, inexpliquées et multiples, les traumatismes suspects, ou quand on a une patiente qui va être assez évitante sur le mécanisme de son traumatisme, les infections sexuellement transmissibles à répétition, mais aussi les IVG répétées. Quels sont les indicateurs des violences au sein du couple? Il peut y avoir des comportements suspects de la patiente que vous prenez en charge. Quelqu'un qui va arriver en retard au rendez-vous, qui va annuler ses rendez-vous, qui va oublier des rendez-vous, ou au contraire qui va consulter à répétition pour des motifs, comme on a pu dire, qui sont chroniques, inexpliqués et multiples. Si le conjoint violent est présent, le partenaire est présent à la consultation, il peut aussi avoir un comportement qui va être suspect et qui doit pouvoir vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui va être agressif ou alors trop protecteur, trop attentionné. Et puis si vous suivez des enfants dans votre pratique quotidienne, le comportement des enfants peut aussi mettre la puce à l'oreille sur un climat de violence au sein du couple. L'apparition de troubles du sommeil ou de troubles de l'alimentation chez l'enfant, la chute des résultats scolaires ou le repli de l'enfant sur lui-même. Les enfants, au final, s'ils ne subissent pas de violence au sein du couple, ils étaient considérés comme témoins pendant très longtemps. Depuis un décret du 23 novembre 2021, ils sont non plus considérés comme témoins, mais comme co-victimes de ce qui se passe dans les violences au sein du couple. Parce qu'on estime que sur les enfants, les violences au sein du couple ont des répercussions au niveau relationnel, des répercussions au niveau psycho-affectif, physique, mais aussi au niveau des acquisitions et des apprentissages. Comment repérer? Il faut apprendre à poser aisément la question des violences conjugales pour pouvoir favoriser le repérage des victimes, parce qu'on sait que le repérage précoce, il est primordial, car les violences, elles s'aggravent, comme j'avais pu le dire au départ, et elles s'accélèrent dans le temps. Ça va peut-être être des violences qui vont être verbales au départ et qui vont se poursuivre par des violences physiques. Il faut savoir par exemple que dans les victimes de féminicide et d'homicide, de mort violente au sein du couple, 95% étaient des victimes antérieures de violences avant le fait qui a conduit au décès. Et il faut
ne pas avoir d'a priori et savoir que la violence conjugale, elle concerne tous les âges, tous les milieux sociaux et tous les milieux culturels. Quel type de questions poser? Si vous avez des signes d'alerte, il faut préciser à la patiente que vous prenez en charge, à la personne que vous prenez en charge, que les questions que vous allez poser, elles font partie d'une démarche de routine. C'est quelque chose qui est posé à tous les patients, à toutes les personnes que vous suivez, pour ne pas la stigmatiser et la braquer. Il faut poser des questions qui sont ouvertes. Comment ça se passe dans votre couple? Est-ce que vous avez déjà eu peur de votre partenaire? Comment vous sentez-vous à la maison? Comment votre partenaire se comporte avec vous? Qu'est-ce qui se passe à la maison en cas de dispute? Il faut savoir aussi repérer les signes de gravité. Est-ce que la victime elle a peur pour sa vie? Est-ce que les violences elles s'intensifient dans le temps? Est-ce qu'il y a un passage de la violence verbale à la violence physique? Est-ce qu'il y a déjà eu des violences physiques graves avec des traumatismes crâniens, des fractures? Est-ce que la victime elle a des antécédents de syndrome dépressif ou de tentative de suicide? Est-ce que le conjoint violent a déjà proféré des menaces de mort? Est-ce qu'il y a des armes au domicile? Ou est-ce que le couple il est en cours de séparation? On sait que la période de séparation, quand le conjoint victime va émettre son souhait de quitter le conjoint violent, de quitter le domicile conjugal, il va y avoir une recrudescence et une intensification de la violence. Il faut savoir déculpabiliser la victime, favoriser un climat de confiance, avoir une attitude bienveillante, repérer les signes de gravité, savoir s'il y a des enfants au domicile, si ceux-ci sont également victimes ou sont témoins, donc co-victimes, depuis qu'il y a ce statut de co-victime, informer et orienter la patiente, lui dire que les faits de violence sont interdits et punis par la loi et qu'elle est en droit de déposer plainte. Il faut savoir aussi respecter la temporalité parce que dans les violences conjugales, on l'a dit au niveau du cycle de la violence, il y a un climat d'emprise et puis il y a des faits comme la dépendance financière, la peur de voir éclater la structure familiale qui font que rarement une victime de violence conjugale ne part au premier coup. Et il faut savoir qu'il y a 7 tentatives de départ avant qu'une femme victime de violence conjugale quitte le domicile. Au centre hospitalier de Valenciennes, depuis octobre 2020 et la signature d'une convention avec le parquet des forces de l'ordre, on a possibilité d'effectuer une pré-plainte. Il y a 2 versants à ce formulaire. Un versant où c'est la victime qui déclare elle-même les faits, comme si elle poussait la porte du commissariat, avec un envoi de cette pré-plainte directement sur une boîte mail dédiée au parquet. Et puis la possibilité aussi, mais là je laisserai le docteur Moore qui intervient ensuite détailler un peu plus la possibilité pour les professionnels de lever le secret médical. 30 juillet 2020, modification du code pénal, article 226-14. Il y a possibilité pour les médecins de lever le secret médical, même si la patiente est majeure, même si elle n'est pas considérée comme vulnérable, s'il y a emprise et danger immédiat dans le contexte des violences conjugales. Il faut savoir que en 2023, nous avons effectué 40 signalements qui sont partis au parquet depuis l'hôpital de Valenciennes. Je vous remercie de votre attention.